Il y a déjà en fait des rendus des procès, deux rendus de procès qui sont en train de se faire maintenant à 9h, il y en aura d'autres à 10h et d'autres encore à 11h après. Sinon on aura des lectures de différents textes, on va parler de répression, on va parler de critique de la justice juste après, on va parler aussi de sable et de construction, de béton, enfin voilà, plein de plus ou moins belles choses, mais du moins important d'en parler. Et puis je vous laisse tout de suite avec cette super personne à ma gauche qui va nous lire un texte qui va faire écho au procès de la semaine passée. Voilà, je te laisse la parole. À fond. Oui, on peut peut-être baisser la musique un tout petit peu. Peut-être avant ça, on a eu l'info la semaine passée que les personnes à l'intérieur entendaient nos voix quand on les acclamait depuis l'extérieur. Donc peut-être pour commencer la journée, on peut envoyer des gros encouragements à tout le monde qui est dedans. Pour si on veut faire quelques secondes de bruit, bah c'est maintenant. Trop bien, je pense qu'on pourra faire ça plusieurs fois au cours de la matinée pour que les encouragements s'entendent même derrière ces murs de béton. Du coup voilà, sans plus d'attente, petit texte qui s'adresse à la justice, au système juridique et voilà, à toutes les personnes à l'intérieur de ce bâtiment. La semaine passée, ici au tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon, le juge Toll et le procureur Cotier nous répétaient qu'il ne fallait pas confondre le politique et le pénal. Pour ces deux hommes, ce qui devait se jouer au tribunal ne concernerait que le cadre légal de l'affaire de la ZAD. Et le reste, n'était pas à prendre en compte. Dans leur vision, les actions des zadistes pouvaient être totalement détachées du contexte sociétal dans lequel elles se jouaient. Sauf que cette vision, elle est politique. C'est un choix politique de prétendre que notre système, lui qui perpétue tant d'oppression et de destruction, est totalement neutre. Ce choix, que le système juridique répète continuellement, c'est de prétendre que les lois et les personnes qui les défendent sont neutres et impartiales. Sauf que les lois auxquelles nous avons affaire ici, ce sont des lois qui défendent la propriété privée plutôt que le vivant. Ce sont des lois qui protègent les décisions des autorités, qui refusent de tenir compte du ravage écologique en cours. Ce sont des lois qui servent à réprimer les contestations, à faire taire les voix dissidentes dans un océan d'apathie générale. Ce sont des lois qui protègent un système destructeur, et c'est eux qui maintiennent et tirent profit de ce même système. On ne croit pas à votre vision de la justice. Votre justice, elle enferme celles qui défendent un monde meilleur, en plus de celles qui ont été désignées criminelles pour détourner l'attention du vrai criminel, le système capitaliste que votre institution défend si ardemment. Votre justice, c'est une justice punitive. Votre justice, elle stigmatise, elle reproduit les inégalités que nous, on essaye de combattre. Votre justice, elle est classiste, raciste, validiste et discriminante de plein d'autres façons. Votre justice, elle se met en travers des luttes. Elle essaye de réduire au silence les voix qui s'élèvent, n'est-ce pas ironique, contre les injustices, justement. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là quand même? On ne nous laisse pas trop le choix. On doit se défendre face à l'acharnement des procureurs et face aux attaques répressives menées par l'État. En tant que militantex, on aimerait bien pouvoir nous focaliser sur les sujets principaux de notre lutte. Celle contre la destruction du vivant, contre le cime et son monde, contre le ravage écologique perpétué par les multinationales. Et pourtant, on s'épuise à devoir nous défendre juridiquement et financièrement contre les mesures totalement disproportionnées qui s'abattent sur nous. Alors voilà, on n'a pas trop le choix. On ne reconnaît pas vos institutions comme légitimes, mais votre système judiciaire veut enfermer nos copains et protéger les vrais criminels, les multinationales qui ravagent le vivant. Alors forcément, on est là. Vos institutions, vos nombreuses audiences, on les utilise pour vous rappeler, à vous et à celles qui entendent parler de ce qui se passe ici,
Que nous on est légitimes, que notre lutte a beaucoup plus de justesse que votre soi-disant justice. Alors voilà, il nous reste 5 ans pour changer de paradigme et avancer. Franchement, quel espoir est-ce que ces institutions nous donnent pour le monde de maintenant, notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir des vôtres? Aucun. C'est triste. Alors que le monde vient de franchir sa 5e ligne rouge, avec une production de plastique qui pèse plus que tous les mammifères de la planète, humains compris, le crash semble inévitable. Et pourtant, vous persistez à incriminer ceux qui le défendent. Il nous reste moins de 5 ans, selon les rapports du GIEC, pour inverser la tendance et progresser de manière drastique vers un système plus basé sur la décroissance. Quel espoir est-ce que vos institutions nous donnent quant à notre avenir, celui de nos enfants, ou même celui de maintenant? Et, Cotier, on donne rendez-vous dans 13, 12 ans, quand tes petits-enfants subiront les conséquences, quand ils subiront les conséquences dramatiques de ton mépris pour leur futur. Voilà, merci. On profite également pour annoncer à tous les médias qui seront là qu'il y aura une conférence de presse vers midi, une fois que tous les rendus seront terminés, que les festivités du matin approcheront gentiment de leur fin. Du coup, restez jusque-là, il y aura l'occasion de poser des questions, on pourra aussi faire des résumés de ce qui s'est passé pendant les moments de verdict. Voilà, on se réjouit de vous y voir. Il semblerait qu'il y ait un premier verdict qui soit terminé. On attend juste des informations officielles d'une personne qui va venir nous faire un retour ici. Voilà, encore un peu de suspense. Alors, en attendant le verdict, on va un petit peu rappeler ce qui s'est passé la semaine passée ici pour les personnes qui n'y étaient pas et pour les personnes qui étaient. Et voilà, pour se rappeler un petit peu, se remémorer ce qui s'est passé. Donc, on a eu des procès en tout 7 entre lundi 17 et mercredi 19. Pour le lundi 17, on a eu la première représentation pendant qui se passait un procès à l'intérieur. On a eu le vrai procès d'Holcim juste ici. Voilà, la pièce de théâtre Zadiste qui fut un succès, hein, n'est-ce pas, qui va bientôt, voilà, avoir un succès mondial, qui sait. Donc voilà, on a eu ça. On a eu la tribune des expertes. Alors, je n'ai pas assisté, mais... On a eu l'occasion d'entendre différentes personnes très renseignées sur le sujet de pourquoi est-ce que Holcim en fait était en train de commettre du crime, tout simplement en continuant son exploitation effrénée de la colline, en continuant à alimenter les mécanismes destructeurs du système capitaliste dans lequel on vit, en continuant à ravager le vivant, en abusant totalement du droit des travailleuses. Enfin bref, tout un bel historique dont on a pu se rappeler de pourquoi on était là et puis pourquoi on était sur la colline à lutter contre cette multinationale. Et puis ensuite, il y a eu la sortie des premières accusées. On a eu un repas vegan, prix libre, juste en dessous vers la gare. Et puis ensuite, un compte-rendu par les bardes de ce qui s'est passé pendant ces 2 premiers procès. Voilà, pendant ces 5 heures, 4 ou 5 heures, suivant lesquelles, voilà, de discussion ou un petit peu de non-discussion, voilà, sur tout ça. Et ensuite, une super table ronde sur le sujet du béton, la résistance au béton, avec Armelle Choplin, donc une architecte, et puis on a eu d'autres personnes à cette table ronde. Je ne me souviens plus exactement. Voilà. Et puis le soir, surtout, la grande manifestation chantante, dansante au flambeau. Dans la ville de Lyon pour soutenir tous les zadistes. Voilà. Donc ça, c'était pour lundi. Du coup, tu veux nous raconter ce qui s'est passé dans ce tribunal? Alors, pendant tout le temps, j'ai rien compris ce qu'il disait en fait. Donc, je peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé, mais ce que mon avocat m'a expliqué à la fin, c'est que j'ai été acquittée des 3 chefs d'accusation. Que par contre, les frais de justice de 1100 francs sont à ma charge. Pour une raison que mon avocat expliquera sûrement mieux que moi.
Et que par contre, ça c'est pour moi une très bonne nouvelle, par contre ils vont me verser une indemnité de 300 francs pour les conditions de détention provisoire qui étaient inacceptables. Et même si, bien sûr, je me réjouis du fait d'avoir été acquittée, mais moi je suis pas montée sur la colline du Mormon dans le but d'être acquittée en fait. Si le but final c'était de rien avoir, je ne serais pas montée. Je suis montée parce qu'il y a un réel problème qui va... tout le monde le sait, ce qu'est le problème, mais c'est le système dans lequel on est, qui a besoin de détruire le vivant pour s'alimenter. Et ça n'a pas encore été réglé. Et maintenant, voilà, moi c'est mon cas, et je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont recevoir leur verdict aujourd'hui. Et on va regarder ça attentivement. Merci. En effet, comme tu disais, rappelons-nous que même si en acquittement, c'est quand même, je pense, quelque chose dont on peut se réjouir. Rien que par le fait que, du coup, la répression s'abattra moins durement sur toi, à une échelle individuelle, on verra encore pour les autres. En fait, on ne peut pas crier victoire quand on est dans le système dans lequel on vit, en fait. On ne peut pas crier victoire tant qu'on n'a pas mis fin au système capitaliste. On ne peut pas crier victoire tant qu'on n'a pas mis fin au règne d'Holcim, au règne des multinationales qui détruisent nos vivants, qui ravagent le monde dans lequel on vit, qui nous empêchent, en fait, de même imaginer un futur viable sur cette terre. Du coup, voilà, on est contente de voir que la justice commence un petit peu à entendre les messages qu'on porte, mais réjouissons-nous pas trop vite parce que la lutte est encore longue. D'ailleurs, j'appelle aussi, si mon avocat est par là, s'il y a des avocates qui ont envie de prendre la parole pour un peu, peut-être résumer, peut-être un peu débriefer un peu de tout le contenu juridique un peu complexe qui s'est déroulé dedans. C'est super qu'on puisse avoir un peu, des personnes qui font la synthèse de ce qui se déroule dedans. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres nouvelles de l'intérieur. N'hésitez pas à venir prendre le micro si vous avez envie de raconter des choses que vous avez vécues dedans, des choses qui vous ont marqué. Nous, on va pouvoir continuer sur le programme, raconter un peu comment ça s'est passé la semaine passée, continuer avec les différentes interventions qui nous rappellent aussi de pourquoi on est là aujourd'hui, avec des petites intermèdes en musique entre deux. Point important à relever, du coup, on a entendu que la personne a été indemnisée, en fait, pour compenser sur les conditions de détention qui étaient absolument déplorables. Et du coup, je voulais demander s'il y a des personnes ici qui aimeraient témoigner de leurs conditions de détention. Sinon, moi, je raconte volontiers, on a eu des retours différents des personnes qui ont été enfermées et les conditions dans lesquelles c'était. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à venir témoigner si vous avez des choses à raconter dessus. Du coup, voilà, retour 9 mois en arrière. Nous sommes le 30 mars sur le haut de la colline du Mormon, au milieu d'une opération policière totalement démesurée avec, je ne me rappelle plus les nombres exacts, mais je crois qu'on était aux alentours de 600 policiers avec leur armure complète, leur team spécial grimpe, leurs machines qui étaient là pour à la fois déloger les militants textes, mais ensuite directement pour détruire les cabanes, pour détruire la ZAD, pour détruire en fait ce qu'on avait construit pendant les 5 mois auparavant. Et près d'une soixantaine de militants textes ont été embarqués, je crois. Les chiffres peut-être, facteur de confiance plus ou moins 10, 15, à peu près par ça. En tout cas, une grosse cinquantaine a été emmenée, du coup, dans des fourgons au commissariat de la Blécherette. Et c'est là que les conditions de détention minables ont commencé. Du coup, il y a des personnes qui ont été retenues jusqu'à 48 heures de temps. Les personnes qui n'avaient pas donné leur identité ont été placées dans des cages, en fait, qui ont été, les informations qu'on a, qui étaient sous des grandes tentes dehors, donc rappelons que fin mars,
Oui, je veux bien. Ouais, bah volontiers. Rappelons qu'on était fin mars, et qu'il faisait très très froid, et que ça avait été une journée épuisante, autant émotionnellement que physiquement pour toutes les personnes concernées. Du coup, là, on a quelqu'un qui est d'accord de témoigner de ces conditions. Donc, j'ai été interpellé à la date à peu près vers 18h. J'ai été transporté en fourgon, menotté, et désolé. Quand je me suis retrouvé à la Pêcherette, on m'a mis dans des cages, 4 grilles de chantier, cadenassées entre elles, dehors, sur un parking. On avait 2 bancs, pas d'eau, on était 6. On a dû insister pendant, je dirais bien, 1 heure pour avoir une bouteille d'eau. Quand il y a une personne qui s'est plaint pour la question de coronavirus, une bouteille d'eau pour 6, je rappelle, on était en mars, il n'y avait pas encore de vaccin, on était en train de remonter dans les cas, il y avait des problèmes d'hospitalisation. La police a récupéré la bouteille d'eau plutôt que de s'excuser ou de en trouver d'autres. Puis plusieurs heures se passent, il commence à faire nuit, il commence à faire vraiment froid. Plusieurs d'entre nous, dont c'était mon cas, ont été arrêtés en journée et étaient donc encore en t-shirt, sauf qu'en mars, la nuit est vraiment froid. Impossible pour la police de nous trouver des couvertures. Même impossible pour eux de nous laisser juste avoir accès à nos sacs pour qu'on trouve des pulls et des couvertures. C'était même pas une question de, il leur manque du matériel. On ne pouvait pas accéder à nos propres affaires pour se réchauffer. C'est quelque chose qu'on leur a proposé, mais qu'ils ont totalement refusé. Et je suis resté dans ces conditions-là jusqu'à à peu près 2 heures du matin avant qu'on m'interroge, me fouille à nu et me mette dans une cellule chauffée. Au moins, je n'ai pas passé toute la nuit dehors, contrairement à d'autres personnes. Voilà, comme on entend des conditions de détention plutôt déplorables, notons aussi que la police a procédé à des relevés de température avec, vous savez, ces thermomètres laser qu'on peut pointer sur une personne pour voir si elle n'aurait pas de la fièvre en période de pandémie. Et notons en fait que l'écrasante majorité, voire même la totalité des personnes étaient en hypothermie à ce moment-là, après avoir passé une soirée entière au froid, sans couverture, sans habits chauds, alors même que ces habits chauds étaient posés juste à côté. On peut aussi noter le fait que voilà, les personnes inconnues, donc celles qui n'ont pas choisi de donner, celles qui ont choisi de ne pas donner leur identité, solidarité avec elles d'ailleurs, ces personnes-là, leur ADN a été pris de force. Donc rappelons que pour prendre l'ADN, il faut enfoncer un Q-tips dans la bouche pour faire un prélèvement de salive. Donc c'est des trucs qui ont été faits de force avec souvent 3 à 4 policiers qui retenaient une personne pour lui prélever son ADN, lui prélever ses empreintes avec énormément de violence. Du coup, voilà, il y a sûrement encore 1000 autres histoires de trucs pas ouf qui se sont passés en détention pendant ces 2 journées-là. Voilà, un autre témoignage. Ouais, du coup, après une journée très éprouvante, les arrestations, le froid, être privé d'eau, être privé de manger aussi, il y a le harcèlement psychologique et moral qui vient. C'est-à-dire que moi, on m'a enfermée seule. Pour aller aux toilettes, pour faire quoi que ce soit, je devais sonner, on devait venir me chercher. Des fois, ça prenait du temps. À chaque fois que je sortais, j'ai demandé l'heure et on m'a menti sur l'heure. Il n'y avait pas de cohérence entre les moments où on me demandait l'heure. Des fois, on me disait qu'il était plus tard et des fois plus tôt. Au moment de m'emmener en cellule aussi, je suis passée devant un groupe qui distribuait des sandwichs et l'inspecteur qui me faisait la suite a dit « Ah non, pas elle, elle n'a pas le droit de manger ». Et on m'a emmenée, et j'ai cru que j'allais vraiment pas manger. Finalement, plus tard, on m'a amenée à manger, mais c'est toutes ces petites choses, en fait, tous ces petits commentaires comme ça, psychologiques, qui font que c'est très très usant et très très difficile à vivre. Voilà, du coup, voilà, on peut se questionner sur qu'est-ce que ça vaut 300 francs d'indemnisation par rapport à des conditions pareilles. Voilà, au moins, peut-être une première étape dans une reconnaissance de ce qui s'est passé. Mais continuons à parler de ce qui s'est passé, continuons à rappeler les conditions de détention. Faut pas qu'on oublie ça, faut pas que ça soit caché non plus, parce que ça fait partie intégrante en fait de l'appareil répressif qui est mené sur les militants textes tout au long de leur lutte. Voilà. Du coup, on va peut-être faire un petit intermède musique avant de passer à la suite. Après, on pourra raconter un peu de nouveau comment ça s'est passé la semaine passée. On va pouvoir continuer avec les rendus. Il y a aussi plein de textes et de super discours qui ont été préparés. On a aussi du sirop, des fruits, du thé chaud posé sur la table là-bas. On va aussi sortir, il y aura les goodies du marché anti-rep
Donc des calendriers, des albums, différentes œuvres d'art qui ont été fabriquées, voilà, qui seront vendues prix libre pour pouvoir récolter des frais pour, voilà, typiquement les frais de justice dont on a parlé juste avant. C'est tout pour l'instant. À plus pour d'autres nouvelles sur comment cette journée se déroule. Bonjour. Un décor bien particulier est apparu devant le tribunal ce matin. Dis-moi, les chaises longues, le palmier, tout ça, ça fait penser à quoi? Je sais pas, la plage? Oui, exactement. Merci, du coup, on va ouvrir un texte sur le sable. Petit point tout particulier sur le sable, ressource très prisée et contre toute attente limitée. Puisque vous pouvez désormais admirer la plage ici même devant le tribunal, devant cette institution, maintenant l'ordre en place et rendant par la même occasion inévitable la catastrophe climatique et écologique, arrêtons-nous 2 minutes sur cette ressource nécessaire à la production de béton. Ressource si chère aux géants du ciment que l'on jugeait ici même pour ses nombreux crimes la semaine passée dans une pièce de théâtre à la sauce zadiste Holcim. Comme nombre d'autres sources dans le règne de la croissance infinie dans un monde fini, le sable tend à se faire rare. Car lui aussi est minimum par la raison générale exercée par le modèle économique productiviste. Le sable est, après l'eau, la ressource la plus utilisée mondialement. Le PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, le précise. Le sable et les graviers représentent le plus grand volume de matières premières utilisées sur Terre après l'eau. On ajoute également le fait alarmant que leur utilisation dépasse largement leur taux de renouvellement naturel. Du sable, il nous faut 700 grammes pour une bouteille en verre, 200 tonnes pour une maison, 30 000 tonnes par kilomètre d'autoroute, 12 millions de tonnes pour une centrale nucléaire. Le sable est le petit minerai sur lequel repose la grandeur du monde moderne. 40 à 50 milliards de tonnes sont extraites chaque année pour la voirie, l'électronique, l'énergie, mais surtout la construction. À elle seule, elle emprisonne plus de la moitié des graines collectées en béton, ciment ou autres mortiers. Un moyen utilisé pour calculer l'utilisation mondiale du sable est d'analyser la production du ciment pour le béton. Pour chaque tonne de ciment, le domaine de la construction a besoin de 6 à 7 tonnes de sable et de gravier. Grâce à cette analyse, on estime l'utilisation mondiale d'agrégats de la construction en 25,9 et 29,6 milliards de tonnes. Volume de béton suffisant pour construire un mur de 27 mètres de haut par 27 mètres de large le long de l'équateur, environ 40 000 km. Dites bonjour à la démesure. En ce qui concerne la Suisse, une série d'articles de Claude Beichtold, sortis sur ID.news l'année dernière, nous montre l'enjeu qu'est la quête du monopole sur ce matériau, même chez nous. Car le titan Holcim a un appétit gargantuesque de matériaux. D'abord, il lui faut le calcaire du Mormant, qui, broyé et cuit à 1450 degrés, donnera le ciment. C'est déjà un trou considérable dans les paysages avec les ponts. Or, dans la formule du béton, il n'y a que 12% de ciment. Le reste, c'est du gravier et du sable. Ainsi, pour chaque kilo de ciment du Mormant avalé, il y aura 7 de sable englouti. La consommation de sable est telle que les gravières actuellement en activité dans le canton de Vaud sont au bout de course. En 2001, Holcim prend donc ses précautions et signe un droit d'exploitation avec les propriétaires du plus gros gisement de sable du canton, le bois de Ballon, à 20 km d'Éclépont, le long du pied du Jura. Il prévoit d'y ouvrir sa méga gravière qui, selon les termes tirés du dossier juridique, devrait assurer la demande du canton pour les 30 prochaines années. C'était sans compter sur Orlati, autre gros du milieu de la construction qui ne vaut mieux que Holcim et qui tente, dans une guerre de géants, de s'accaparer lui aussi ce gisement si précieux. La progression mondiale du recours au béton armé dans la construction a permis de marchandiser le domaine de la construction au point où les villes deviennent de simples outils d'accumulation du capital. L'environnement bâti et les infrastructures, des moyens de placer du capital financier, des débouchés pour investir le capital et maximiser les profits. Dans cette course au profit sans limite, le béton fut l'arme parfaite, facile à mettre en œuvre et peu coûteux. C'est le matériau idéal pour imposer la mondialisation capitaliste. C'est bien connu. Quand le béton va, tout va.
Et puisque tout encore les bâtiments va tout là. Et puisque faire tourner les bétonnières, ça crée de la croissance, et que faire de la croissance fait tourner les bétonnières, pourquoi ce prix? Les géants du béton, comme les grands investisseurs et autres fonds de placement, s'en mettent plein les poches, tout comme les mafias du sable par ailleurs. La consommation de sable et d'agrégats s'élève à 4 à 8 tonnes par an et par habitant dans nos vieilles économies. Elle double dans les pays en forte croissance. Pour satisfaire les besoins du domaine de la construction, toutes les sortes de sable ne peuvent pas être utilisées. Seuls les grains rugueux façonnés par les eaux sont propres à la construction, contrairement au sable des déserts. Arraché aux montagnes et aux lits des rivières, ce sable si précieux voyage en pente douce depuis plusieurs centaines d'années avant d'atteindre les côtes. 90% du sable de mer a pris ce chemin. Au bout de la route, il se retrouve sur les plages pour encaisser les marées et protéger les rives et se détend en profondeur pour offrir un refuge aux animaux marins. Le sable est une ressource qui pendant longtemps a été facilement accessible et disponible en grande quantité pour un prix faible. Cependant, les carrières accessibles sont de plus en plus rares. Alors que les lits de rivières sont vides, les fonds marins sont devenus la première source de sable. Mais une quantité astronomique de matériaux ne peuvent pas être extraites et utilisées sans un impact considérable sur l'environnement. Le sable, extrait des littoraux, est aspiré par d'énormes barges qui raflent tout sur leur passage, plancton, organismes marins et sable, et détruisent les habitats et écosystèmes marins. Lorsque les barges pompent le sable, des particules trop fines pour être utilisées sont rejetées, engendrant des nuages de poussière sous-marins qui modifient la turbidité de l'eau et affectent l'écosystème marin sur des zones relativement grandes. En somme, l'extraction massive de sable fragilise et déstabilise les littoraux, deltas et rivières, entraînant l'accélération de l'érosion des côtes et des plages. En ce qui concerne les rivières, l'exploitation accroît les risques d'inondation, pollue et modifie le niveau de pH de l'eau. Pour finir, le transport et l'extraction nécessitent une fois de plus l'utilisation d'innombrables machines, camions, barges, pompes, pelleteuses, etc., qui dépendent principalement d'énergie fossile combustible, relâchent de grandes quantités de CO2 à force de trop s'enfoncer, la tête dans le sable, le vivant nous file entre les doigts. Oh, un petit texte entrecoupé d'un acquittement, c'est super. Bonjour à tous, merci de votre soutien, je pense que ça a pesé lourd dans la décision. Aujourd'hui, il y a un acquittement qui a été prononcé contre des infractions qui étaient qualifiées d'assez graves, avec 6 mois de prison ferme qui étaient encourus, et un acquittement qui est finalement prononcé sous l'angle de simplement la logique procédurale. L'État, l'accusation, a voulu faire un procès politique, il a voulu poursuivre le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible, avec le plus de sévérité possible. Il a échoué. C'est peut-être un petit peu ici aujourd'hui le sens de la justice et du combat que vous menez qui est un peu porté. Donc merci de votre présence. Elle a clairement contribué à raisonner le tribunal, à rendre cette cause politique atteignable, intenable pour tout le monde. Merci de votre présence. Je pense que mon mandant qui ne veut pas s'exposer vous remercie infiniment. On a encore la suite du texte sur le sable, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on vient d'avoir là. Merci beaucoup. Pour vous rappeler juste tout ce qui s'est passé avant, sur tout ce qu'on disait, en gros, le sable est nécessaire pour faire du béton et on l'extrait des plages et des souterrains, des profondeurs de la mer pour faire des bâtiments. Voilà, et ça détruit tous les écosystèmes. C'est vraiment une entreprise de merde. On continue la suite du sable. Ok. Or, à ce jour, les littoraux abritent la moitié de la population mondiale et 3/4 des grandes métropoles. Léger et malléable, le sable s'est plié pendant des millénaires aux rêves de grandeur des êtres humains. En brisant un cycle nécessaire aux vivants par nos désirs d'éternité froide et de croissance infinie, nous avons littéralement creusé le gouffre auquel nous faisons face. Celui d'une nature que nous vidons en croyant pouvoir nous extraire de ces rythmes nécessaires. Il serait peut-être temps d'arrêter de faire les autruches, de sortir la tête du sable et de s'attaquer frontalement aux problèmes de notre temps.
Le système de production capitaliste et sa nécessité de production des profits, sa nécessité d'expansion constante est incompatible avec la possibilité d'une planète vivable dans les décennies qui viennent. Le pillage quotidien des ressources terrestres nécessaires pour la production de béton est insoutenable. Le modèle de société que celui-ci implique et permet à travers l'expansion des villes, l'artificialisation des terres et l'anéantissement du vivant ne l'est pas non plus. Le combat de la ZAD contre l'extension de la carrière d'Holcim avec les ponts ne se limite pas à une simple lutte territoriale. C'est une lutte globale contre un système écocidaire. C'est une lutte contre l'extractivisme, contre le capitalisme. Je passais de la nuit sans dormir et j'écris des petits textes. Ils sont en inverse, mais c'est en italien. Je ne sais pas. So, sorry. This is gonna be in Italian. It's just a little text I wrote because I spent so many nights not sleeping, thinking about all these things. And well, I wrote this thinking about you, thinking about them, talking with you. Ok, ça c'est la première fois que je fais ça. And this is, I don't know everybody, the ZAD is made of people, and this text is not what I think, it's just my thoughts put in text. So this is art. Don't take it personally, don't take it personally. Siamo gli Zadis nella notte, le partigiane della notte. La resistenza della notte, scalo l'albero di notte, ouais, je grimpe sur l'arbre dans la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Come ti chiami? Quel è ton blaze? 4-4-2-2 Nio Canton Vo Zad 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 Zad. Sei pazzo o sei un re? Ti chiedo se conosci l'1-3-1-2. Ah, te lo devo spiegare, aspetta, fammi respirare. Signora gente? Signora gente? Signora gente? 4-7-2-2-2, oh 4-7-2-2, sto parlando con te. Io faccio, scusa la domanda politica. Lui fa, non mi interessa la politica. Io faccio, sto parlando con te. Oh, non ti interessa la politica? Ah, così lo qua non era. Mi hai detto, non mi piace la politica. La politique, ça plaise me pas. C'est l'agent là-bas, l'a dit ça. Vuoi il mio consiglio, fra? No, eccolo comunque. Qui la gente giudica, noi siamo gli imputati. Te lo devo spiegare, yes, we, yes, sì, 1-3-1-2. A, 1, 3, C. Ah, l'hai capito? No? Mi ero dimenticato che un idiota in uniforme rimane comunque un idiota. Scusate, scusate. Scusate. Poi potete dire qualcosa anche voi se volete. You can say something too if you want. I'm sorry about this text. Sto parlando troppo complicato, metodo socratico? Zad. Zad 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 stai a terra nella notte. Zad 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 stai a terra nella notte. Zad 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 le botte. Zad 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 stai a terra nella notte. Ulula 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 ulula, ultimo zadista sulla luna. Ulula 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 ulula, e se ululi diventi lupa. Ulula 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 ulula. Yeah! Il mio amico scrive: dov'è? Boh, non lo so, forse si è spostato e sbandato di lato a cercare di non passare al paradossale, attivando l'attivista.
ricordo più come va avanti. Bla 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 bla. Ah, ok. Forse si è bardato, si è scordato. Virgul, vai a chiedere alla Coop cosa ne è stato. Forse si è preso quella libertà di prendere ciò che non è suo, anche se tuo e mio sono delle categorie borghesi. Siamo gli zadis nella notte, le partigiane della notte. Scalo l'albero di notte, i miei amici nella notte, tutte le mie amiche nella notte. Za 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 za. Ulula, 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 ulula. Ulula zadista, ulula! Du coup, je vais parler de la violence et surtout des fausses accusations de violence. Alors déjà, une accusation de violence contre agent de police, qu'est-ce que ça donne? Ça peut donner une demande de mise en détention pour 6 mois ferme, comme ça avait été demandé contre un des prévenus qui est sorti acquitté aujourd'hui, car cette accusation était fausse. Je vais pouvoir témoigner en fait de ce que font ces fausses accusations. Et... Hein? Ah ouais, pardon, désolé. Ah ouais, on m'entend mieux. Hein. Bon, du coup, je vais parler des fausses accusations de violence et de cette technique de répression qu'utilise la police. Voilà, on a plusieurs témoignages. Donc aujourd'hui, un prévenu a été acquitté à propos d'une fausse accusation qui lui avait été mise dessus et dont le procureur demandait 6 mois ferme pour cette personne. Je ne sais pas si cette personne veut venir d'abord témoigner de ce qu'elle a vécu. Je continue. Après, bon, alors je vais d'abord parler moi. Du coup, moi j'ai vécu une fausse accusation de violence aussi pour cette même évacuation de la ZAD de la Colline. J'avais pris un rôle qui était un rôle de ground support, où j'étais en fait assignée à protéger les personnes qui s'étaient mises dans des structures en hauteur, en empêchant les flics de couper les cordes qui maintenaient ces structures. Pour ça, il fallait juste essayer de parler avec la police qui avait été mise au courant. Béatrice Métro avait discuté avec les zadistes quelques jours auparavant, justement pour assurer la protection des personnes en hauteur à travers ce rôle et donc assurer que ces personnes ground support pourraient rester jusqu'à ce que tout le monde soit sain et sauf au sol. Et avait passé ces informations à la police qui était au courant. Pour m'assurer de ça, le matin même, je suis allée parler au chef de la police devant les caméras. Bon, la plupart des médias ont un peu mal fait leur taf. J'ai eu de la peine à retrouver cette vidéo ensuite pour prouver mon innocence. Du coup, le chef de police a acquiescé devant les médias qu'effectivement, ils étaient au courant que le ground support pouvait rester jusqu'à ce que tout le monde soit sain et sauf au sol. Sauf que, à un moment, vers 4 heures de l'après-midi, j'ai vu que sous une barricade, sous une structure en hauteur, pardon, qui était proche d'une barricade, il y avait 5 personnes et une marée de trentaine, quarantaine de flics en dessous et 0 témoin. Donc j'ai eu peur pour ces personnes qui étaient en hauteur. Je suis allée voir. Il faut savoir que cette peur, elle était justifiée et ce rôle de ground support était vraiment nécessaire parce qu'il vient à la suite d'une histoire en 2003 où des personnes étaient accrochées au pont de l'Aubonne et un policier a coupé la corde qui les retenait et il y a une des personnes qui est tombée de 30 mètres ou 20 mètres et qui a été gravement blessée. Et bon, c'est un policier qui a été acquitté par le juge Stoll. Du coup, autant dire qu'on avait un peu peur de son jugement. Quoi d'autre? Oui, donc du coup, il fallait des personnes ground support pour empêcher les policiers de couper les cordes.
parce que soi-disant le policier avait pas compris, il parlait allemand. Je pense que le langage des signes et le non, ne coupez pas la corde, ça peut se comprendre, mais enfin bref. Quoi d'autre? Ah oui, et au moment où je suis allée à la barricade, à la structure où il y avait ces 5 personnes, juste avant, des policiers, malgré les avoir prévenus à répétition, avaient coupé une des cordes du skypod qui s'était mis à pencher, alors qu'il y avait des personnes dessus, et heureusement, il n'était pas tombé. Mais voilà, c'était dans cet état d'esprit-là que j'étais quand j'ai vu ces 40 policiers sous ces 5 personnes, et qui d'ailleurs faisaient des petites blagues sur jouer au jeu Jenga, je ne sais pas si vous connaissez, où on enlève petit à petit des pièces jusqu'à ce que ça s'écroule. Et sauf qu'ils se marraient en disant que bon, ça allait pas durer très longtemps comme jeu, ce serait pas très marrant parce qu'ils avaient très envie de les faire tomber. Donc voilà, pour vous dire un peu l'état psychologique et le manque de respect total pour la vie humaine de ces policiers. Et voilà, moi on m'a embarqué quand j'ai dit que je venais faire témoin. Et je leur ai dit, je suis le Ground Support, on a le droit de rester là jusqu'à ce que tout le monde soit sain et sauf au sol. Il y a encore des gens sur la maison, il y a encore des gens sur cette structure, je vais pas partir. Et du coup, 7 Robocop m'ont embarqué. Ils m'ont foutu au sol, ils m'ont menotté, ils m'ont fait des bleus. J'ai essayé de leur dire que leur chef était au courant, vu que j'avais parlé le matin même avec lui. Sauf que, ils m'ont fait passer devant leur chef qui n'a rien dit malgré le fait que je l'ai interpellé. En gros, c'était sûrement lui qui a demandé de m'embarquer. Et je me suis retrouvée en garde à vue, à la Blécherette. J'ai subi et surtout j'ai vu aussi les conditions horribles dans lesquelles étaient les autres personnes, dans des cages. Enfin voilà, vous avez déjà eu plusieurs témoignages là-dessus, vous en aurez peut-être d'autres. Après la première nuit en garde à vue, je suis passée devant le proc, je pense que j'étais une des premières. C'est moi, du coup, la personne qui était accusée de violence contre agent, en fait. Mais je ne le savais pas encore, je l'ai su au milieu de cette charmante discussion avec le procureur, où j'ai essayé de lui expliquer mon rôle, je comprenais pas du tout ce qui arrivait, en fait. Et c'est là qu'il m'a dit que j'étais accusée d'avoir lancé des pierres contre les policiers au moment de mon interpellation. Alors qu'en fait, j'étais très clairement là en tant que témoin et en tant que ground support, donc c'était clairement une fausse accusation de violence qu'on m'avait mis dessus, avec des détails complètement mensongers. Et le proc a demandé ma mise en détention pour 3 mois, donc 3 mois en prison provisoire en attente de jugement. Et du coup, la deuxième nuit, je l'ai passée en prison. Et j'étais encore inconnue à ce moment-là, je n'avais pas révélé mon identité. Et le jour d'après cette nuit en prison, je l'ai révélé au tribunal de mesures de contrainte pour pouvoir sortir de prison, en fait. C'était la seule manière pour contrer leur doute sur ma possible fuite. Enfin voilà. J'ai passé 2 mois avec un stress intense à chaque fois que je voyais des policiers, parce que je me disais que si, pour une raison ou pour une autre, ils contrôlaient mon identité, ils allaient sûrement voir dans leur fichier que j'avais cette accusation de violence contre agent. Et ce que détestent vraiment les policiers, c'est des gens violents contre les policiers. Donc, malgré que ce soit eux, en fait, qui aient le monopole de la violence. Du coup, ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes physiques et psychologiques liés à toute cette peur et tout ce stress. Et 2 mois après, en fait, cette accusation de violence qui est donc passée devant tous les médias. Hein. Dans tous les médias, il y avait une personne qui a été arrêtée pour ça. Et du coup, ça a permis de criminaliser le mouvement de soutien à la ZAD de la Colline à travers cette fausse accusation. Et j'en étais où? Ah oui, du coup ça a été classé. Donc en fait les policiers eux-mêmes avaient des vidéos qui prouvaient que je n'avais pas caillassé de policiers au moment de mon arrestation. Par contre, mon arrestation très musclée était clairement un abus d'autorité et de pouvoir, d'autant plus de ce qui avait été discuté le matin même avec le chef de la police devant les médias. Et du coup, en fait, le procureur ne voulait pas que mon avocat voie ces vidéos, alors qu'elles faisaient partie de mon dossier, ce qui est illégal. Et du coup, en insistant un peu, on a pu les avoir. Ensuite, il ne voulait pas qu'on les montre à des journalistes. Si quelqu'un les veut, on les a, vous pouvez venir vers moi.
Et quoi d'autre? Oui, bref, du coup, la violence a été classée, donc les policiers et la justice elles-mêmes ont accepté qu'en fait c'était une fausse accusation de violence et qu'ils avaient clairement menti. Et du coup, en fait, ils s'en lavaient les mains. Et après 2 mois de stress psychologique et de passer par la case prison et la peur d'avoir mes autres collègues zadistes mis en danger, en fait, tout ça, les flics s'en lavaient juste les mains. Et ça m'a mise en colère, surtout l'impunité de la police et le silence qu'elle nous impose. Du coup, j'ai porté plainte contre la police fin juin. J'ai ensuite fait une conférence de presse là-dessus. Et voilà, j'ai porté plainte pour abus d'autorité. Je crois que c'est abus d'autorité ou abus de pouvoir, bref. Lésions corporelles pour les nombreux bleus que j'avais, j'ai des belles photos. Et tentative de dénonciation calomnieuse pour justement ne pas être silencié et dénoncer ces techniques de répression et de criminalisation et d'intimidation qu'utilise la police contre nos mouvements. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut témoigner. Désolée, je suis un peu stressée, c'est un peu brouillon. Je suis pas super préparée. Ouais, ben merci à tous d'être là. Moi, j'ai pas grand chose à dire à part que je remercie la juge de ne pas avoir validé cette politique ADN qu'on essaye de passer en force, qui vont à l'encontre du faisceau de preuves, qui est très important pour éviter les injustices. Et puis j'aimerais quand même, au niveau quand même de la brutalité policière, j'aimerais rappeler que quelques jours avant que je sois arrêté pour cette histoire, j'ai été arrêté sans base légale. Donc on me suivait dans le train. J'ai été arrêté sans base légale. J'ai demandé à un avocat, on m'a rigolé au nez, on m'a dit que c'était un jour férié. J'entendais le chef dire au policier qui a fini par appeler quand j'insistais, qui disait non mais oui, appelle un avocat, de toute façon c'est un jour férié, il va pas venir. Et puis donc on m'a pas laissé voir d'avocat, on m'a emprisonné au poste de police. Alors que normalement, ça se passe pas comme ça, on doit être dans une prison normale. Et puis, j'ai demandé j'ai demandé la base légale, on ne me la donnait pas. Et puis, j'ai fini par mouiller ma couverture. Et sous ce prétexte-là, donc j'ai uniquement fait ça, j'ai mouillé une couverture. Les policiers sont venus et ils m'ont enchaîné à un mur, en fait, avec des menottes. Et donc je pouvais même pas m'allonger, quoi. Je pouvais rien faire à part rester assis sur le bloc de béton. Et puis j'ai fini par donner des petits coups contre le mur. Et je les ai pas laissés travailler. J'ai embêté tout le poste de police. C'était ma seule solution. Après il y a plusieurs policiers qui venaient voir à la cellule, qui disaient mais vous êtes un gamin, etc. Au bout du 6e, je leur dis mais vous voulez que je fasse quoi d'autre? Je peux même pas m'allonger, je peux même pas dormir. Et puis là il m'a dit ouais si vous arrêtez, on pourra peut-être faire quelque chose pour vous. Et puis le lendemain, ils m'ont lâché le matin, alors qu'ils disaient que c'était écrit que je devais faire un jour jusqu'à 15h et tout. Puis en fait là ils avaient pris des affaires personnelles à moi que j'avais pas pu mettre sous scellé. Puis quand je leur ai dit oui mais vous avez telle affaire, vous n'avez pas le droit. Puis la seule réponse qu'on me donnait c'est ah mais monsieur on est la police. Donc en fait ils ont perquisitionné des affaires à moi sans base légale, sans que je puisse les mettre sous scellé, ce qui est complètement illégal. Donc voilà. Après ce qui s'est passé ensuite, au final,
c'était pas surprenant. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. C'est de nouveau moi, désolée à cause du stress, j'ai oublié des trucs. Alors, je tiens... Tu me dis hein, si tu veux pas que je parle. Hein. Alors du coup, j'aimerais juste rajouter que là, en ce moment, il y a eu 2 personnes qui ont porté plainte contre la police. Il y a une personne qui était street medic, c'est-à-dire faisait partie du corps médical qui était là pour aider les personnes lors de l'évacuation, qui a été traité avec énormément de violence physique par la police. Voilà, je vais pas parler des détails pour cette personne parce que j'aurais peur de me tromper, mais voilà, a vécu vraiment une situation très très violente physiquement. Et en ce moment, elle a dû passer devant le procureur par rapport à sa plainte, donc ça va bientôt être mon cas. Et je tiens à dénoncer que le procureur en question, je ne sais pas qui c'était, a vraiment mis une énorme pression sur cette personne pour qu'elle retire sa plainte, en lui disant évidemment que si ça ne marche pas, tous les frais de justice seront à sa charge, donc une énorme pression financière. Je rappelle qu'on est des militants anticapitalistes, donc on roule pas vraiment sur l'or. Et voilà, la pression financière, et en sachant l'impunité des policiers en général, c'est un vrai risque, parce que ça veut dire qu'on risque vraiment de se retrouver avec tous ces frais à notre charge. Donc voilà, je voulais dénoncer cette pression aussi de la part du ministère public. Et je voulais dire aussi en mot de fin sur ces questions de violence, la question de qui est vraiment violent dans cette histoire. Est-ce que vraiment la violence, c'est la nôtre, celle de la défense du vivant, ou est-ce que c'est celle de la destruction de notre monde? Est-ce que ce débat sur la violence de qui a lancé une pierre ou qui aurait tapé ou pas tapé, n'est-ce pas, M. Dubochet, est-ce que ce débat sur la violence ne nous distrait pas des vraies questions et des vrais problèmes et des vrais coupables? Voilà. Est-ce que Calcunex veut rajouter un petit mot? J'ai déjà témoigné sur le même sujet, mais ouais, alors il y a toutes ces histoires de violence physique qui sont assez terribles, mais il y a aussi la violence psychologique dont j'ai déjà parlé et qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, je fais partie des personnes qui ont vu cette personne se faire embarquer par la police de manière extrêmement violente, sachant que moi j'étais en hauteur, que j'étais du coup plus sécurisée parce que mon ground support se faisait emporter de manière extrêmement violente, et que moi j'étais dans un endroit instable et que je ne savais pas comment j'allais me faire emporter. C'était aussi extrêmement dur psychologiquement de voir ça, et j'ai vraiment eu à ce moment-là très très peur, et pour elle, et pour moi, et pour les personnes tout autour. Et ça a continué encore avec les pressions policières pendant toute la garde à vue et tout du long. Et ça, psychologiquement, enfin, ça fait vraiment du dégât. Je suis encore aujourd'hui, à chaque fois que je vois un policier, ma première réaction, c'est la peur, même quand je suis en train de marcher dans la rue et que je fais rien d'illégal. Et du coup, ça, c'est des choses qu'il faut pas oublier non plus. Peut-être qu'un jour la peur changera de camp. Monsieur l'avocat, maître. Je crois pas qu'on ait besoin d'être très formel entre nous. Je crois que vous avez compris un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur. On a, en tout cas en ce qui me concerne, un acquittement quasi complet. Premièrement, le tribunal reconnaît la validité des oppositions, même lorsqu'elles étaient rédigées sous le format inconnu, 0 quelque chose, numéro affiche, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, le retrait de plainte d'Holcim fait tomber évidemment l'accusation de violation de domicile.
Le tribunal a considéré également que l'information n'était pas suffisamment claire et complète sur la décision du tribunal civil d'ordonner l'évacuation et que notamment en ce qui concerne ma mandante, elle n'avait pas connaissance des conséquences pénales, c'est-à-dire du risque d'une amende. Donc elle a été libérée aussi de cette infraction à l'article 292 du Code pénal. Reste uniquement l'infraction à l'empêchement d'accomplir un acte officiel parce que le jugement a considéré que finalement, le fait d'être monté sur le toit était une forme d'opposition qui était suffisante, même si une fois que les policiers sont arrivés avec la nacelle, elle les a suivis sans aucune résistance et immédiatement. Elle a estimé que le fait d'être monté sur le toit, c'était en soi un empêchement d'accomplir un acte officiel. Ça se discute. Maintenant, j'observe qu'on est passé de 60 jours de prison ferme à 10 jours amende avec sursis. On n'est clairement pas dans la même catégorie de sanctions. J'observe aussi que le tribunal a rejeté l'état de nécessité sur les mêmes considérations que l'on connaît déjà au tribunal fédéral par rapport aux questions qui s'étaient posées avec les affaires dans les banques. Ça me semble discutable parce qu'on a clairement une urgence spécifique ici. On n'est pas simplement dans ce que dit le tribunal fédéral, c'est-à-dire qu'une catastrophe naturelle peut toucher n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, et qu'on n'a pas donc d'atteinte possible à un bien juridiquement protégé. Là, la colline du Mormont était dans un risque quand même, à mon avis, suffisamment imminent pour pouvoir retenir l'état de nécessité, le cas échéant. Mais le juge retient quand même, premièrement, que la situation de la biodiversité sur la colline du Mormont est exceptionnelle et mérite protection. Il retient quand même le but idéal de votre action. Il retient aussi le caractère pacifique de votre action. Il retient donc un mobile honorable qui permet de réduire massivement la peine. Donc c'est pas quelque chose qui est négatif, au contraire, je trouve que c'est extrêmement positif, même si sur le plan du droit on peut discuter d'un certain nombre de choses. En tout cas, c'est à mon sens une énorme claque pour le ministère public, parce qu'il était absolument catégorique sur l'irrecevabilité des oppositions, et il était à ce point catégorique qu'il n'a même pas abordé le fond. Il s'est contenté de dire l'opposition est irrecevable, point. Le reste, c'est de la littérature, ça n'existe pas. Et il a été, mais clairement désavoué là-dessus, et surtout sur l'échelle des peines. Passer de 60 jours de prison ferme à 10 jours amende avec sursis, là aussi, on a clairement un signal sur le caractère totalement disproportionné de la réponse pénale de la part du ministère public vaudois lorsque l'on parle d'activistes du climat, que ce soit pour vous ici sur la ZAD, mais que ce soit aussi dans les procès d'extinction rébellion où j'ai aussi l'occasion de plaider. Donc je crois que votre mobilisation a été importante depuis le début. La nôtre aussi en tant qu'avocat, parce qu'on estimait que votre combat était juste et qu'il fallait que nous soyons là pour vous assister et pour vous défendre. Et je pense qu'il faut effectivement que vous puissiez, dans les voies pacifiques bien sûr, continuer à lutter pour la protection du climat, parce que si on a des juges qui commencent à la prendre en considération, ça veut dire qu'on a quand même fait un petit bout du chemin. Donc il faut le poursuivre. Merci. Merci beaucoup. Et place à un peu de musique maintenant. Voilà, bonjour. On a des informations comme quoi la police voudrait potentiellement bloquer certains axes à la fin de cette manifestation pour ensuite nous ramener sous escorte à la gare, ce qui implique des potentiels contrôles d'identité. Donc s'il y a des personnes qui veulent éviter d'avoir un contrôle d'identité, il faut garder ça en tête. La police est en train de fermer certains axes. Il y a des policiers également dans des voitures banalisées qui tournent un peu partout. Donc voilà, merci. Mesdames, messieurs les médias, n'hésitez pas à nous suivre à la fin du procès. Ça nous aiderait beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, face à une justice qui s'est souvent montrée partisane de l'État et de la répression, alors aujourd'hui on a eu des acquittements, mais il ne faut pas oublier que c'est 3 acquittements sur une quarantaine de procédures en cours, et ainsi que... Donc on a eu quelques acquittements, mais il ne faut pas oublier que c'est quelques procédures seulement, parmi toutes celles qui sont en cours et celles qu'on refuse d'amener devant la justice. Donc face à une justice qui souvent se montre partisane de l'État et de la répression,
qui utilise l'argument de la procédure pour librement réprimer les individus qui se battent pour l'avenir de la planète, nous exigeons deux choses. La première, c'est que le Grand Conseil vaudois déclare l'amnistie pour les zadistes du Mormon, pour tous les actes qui ont visé à défendre et protéger la colline du Mormon. Les actes politiques ne devraient pas être jugés au tribunal, mais relèvent du domaine politique. Face aux tribunaux, les militants ex comparaissent individuellement. Nous demandons collectivement l'amnistie. Amnistie qui vaut pour toutes les personnes condamnées, pas condamnées, connux, inconnux, qui se sont battues au sommet de la Birette pour la première zone à défendre de Suisse. Nous appelons à l'amnistie, compte tenu du retrait de plainte d'Holcim, mais aussi et surtout compte tenu de l'évidente nécessité de la cause écologique et d'un changement profond de fonctionnement. Les zadistes sur le Mormon ont soulevé cette nécessité. Et maintenant, nous appelons à l'amnistie en opposition à l'offensive de répression de tous les mouvements sociaux que porte le procureur Éric Cottier. L'existence de l'amnistie dans la Constitution vaudoise montre que certains actes politiques ne devraient pas être punis par un système pénal répressif et procédurier. Pour celles qui ne savent pas exactement ce qu'est l'amnistie, nous avons repris les propos d'une tribune de soutien qui l'explique clairement. Donc l'amnistie, du grec amnestos, l'oubli. L'amnistie est un acte politique qui fait disparaître les condamnations pénales, interrompt les procédures ouvertes et empêche les poursuites futures pour les faits visés. Elle revêt usuellement la forme d'une loi définissant quels faits, dans quel lieu et à quel moment sont concernés par cette mesure de clémence. Cette mesure a été appliquée dans de nombreux pays pour justifier l'abandon des poursuites pour des infractions intervenues dans le cadre d'un conflit politique. En France, des amnisties ont été prononcées en faveur des francs-tireurs et francs-tireuses, des partisans et partisanes, des indépendantistes algériens, algériennes, basques, kanaks, corses, bretons, bretonnes, ainsi que des syndicalistes ou de militants et militantes d'autres organisations politiques. En Suisse également, l'amnistie est une institution connue et prévue par les législations cantonales et fédérales. Si elle a essentiellement été utilisée en faveur de personnes coupables d'infractions fiscales, rien n'empêche d'en étendre l'usage à des situations plus conformes à sa raison d'être historique. Or, la situation s'y prête particulièrement à une contestation politique ayant duré plusieurs mois et dans le cadre de laquelle la ZAD a obtenu un soutien populaire très large. Les autorités vaudoises ont jusqu'à présent répondu par la voie judiciaire, en piétinant le droit international et en empêchant un conflit politique dans des débats procéduraux. Une amnistie permettrait de sortir par le haut de cette impasse, en assumant un débat politique sur la légitimité de la désobéissance civile et les limites de la répression contre les activistes pour la défense de la terre. La deuxième revendication est que Béatrice Métro s'engage à ordonner, tant qu'elle est en fonction, de ne pas exécuter les ordres de détention des zadistes, tant que leurs affaires sont encore traitées au TF et à la CEDH, donc respectivement le tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l'homme. C'est dans le pouvoir du Conseil d'État d'empêcher les emprisonnements. Cette promesse de non-incarcération immédiate est un moyen de montrer que nous luttons contre la violation du droit international par la justice vaudoise. Notamment et surtout que nous ne pouvons politiquement pas laisser libre cours à ce qui représente de la part du procureur Cottier de la répression politique. Le procureur Cottier a montré son acharnement, lui-même appartenant à la droite de l'échiquier politique. Nul doute que son acharnement est directement politique. Il parle de procédure, alors même qu'il ne poursuit pas un cimentier qui va au-delà des lois, ou qu'il ne fait pas d'enquête sur les violences policières et traitements indignes qui ont eu lieu pendant l'évacuation de la ZAD. Nul n'est dupe. Sa répression est politique. Face à un tel usage politique de la justice, une idéologie de répression des mouvements sociaux, nous demandons une résolution politique de ce conflit politique par le Grand Conseil vaudois. Celui-ci a le pouvoir de déclarer l'amnistie. Il est temps pour les institutions vaudoises de se positionner contre l'acharnement judiciaire envers les activistes qui œuvrent pour sauver un avenir. On invite toute personne solidaire à la cause des zadistes à s'engager pour soutenir ces revendications. Les politiques échouent à protéger le vivant contre la destruction planétaire. Voici un moment où ils pourraient se montrer solidaires de celles et ceux qui ouvrent réellement un chemin vers d'autres possibles et qui remettent en question un fonctionnement social inconciliable avec la planète et la justice. Nous déplorons le peu de courage des partis au moment de l'évacuation de la ZAD et pendant le procès. Face à des enjeux de carrière, de collégialité, qui rendent parfois aveugles à la profondeur du désastre écologique en cours et à la radicalité nécessaire face à l'urgence,
Les partis institutionnels acceptent de se soumettre à une majorité de droite et à des compromis dans lesquels les idées de bien commun et d'humanité se perdent. Pourtant, il existe une marge pour soutenir les zadistes, l'amnistie. Nous appelons aujourd'hui les partis politiques, donc notamment celles et ceux qui soutiennent l'initiative de protection du Mormon, à user de cette marge et à s'engager à protéger les défenseuses du Mormon, les zadistes, en demandant une loi d'amnistie pour les zadistes au Grand Conseil. Quant à nous, nous continuons de penser que la radicalité est nécessaire pour permettre un changement de paradigme sans compromis et instaurer un rapport de force avec celles qui détiennent le pouvoir et qui semblent ne pas avoir comme souci d'arrêter de détruire le vivant. C'est pourquoi nous continuerons à ne pas faire de politique institutionnelle. Bonjour tout le monde, je vais pas enlever mon... Ça va? Je suis désolée, j'enlève pas mon masque parce que j'ai un cas Covid à la maison, ce qui était aussi le cas la semaine passée. Super, merci au micro. Mais moi j'ai testé négatif ce matin, je voulais quand même vous dire mon soutien. Je m'appelle Julia Steinberger, je suis prof à l'UNIL. Je travaille dans les sciences sociales du climat et je viens confirmer que ce qu'a dit la personne précédente, qu'il y a besoin de radicalité pour un changement de paradigme complet, pour pouvoir avoir une chance d'avenir et pour se battre pour toute vie sur cette planète. Je vous remercie de vos actions, je vous remercie d'être ici. Je suis horrifiée de ce qui s'est passé, de la violence contre vous, du fait qu'on est en train d'utiliser l'appareil judiciaire et policier de l'État pour venir à l'encontre de personnes qui ont une action et une pensée absolument positive pour notre avenir. Je fais aussi partie, par hasard, des personnes qui sont dans le collimateur de la justice vaudoise, dans le cadre de l'UBS, où nous avons été acquittés en décembre. Et... Oh, pas trop vite. Ouais, on fait la fête un petit moment, on a eu le temps de boire une toute petite bière, d'aller fêter Noël, et puis le procureur a fait appel, bien sûr. Hein? Ça continue, affaire à suivre. Mais donc je suis avec vous, nous sommes ensemble, et voilà, je voulais juste vous apporter mon soutien absolument inconditionnel, et je vous remercie d'être là et de vos actions. Au revoir. Et maintenant, quelqu'un de Docteur Forexer qui m'aurait témoigné aussi. Voilà, bonjour. Je voulais déjà vous remercier pour votre présence au fil de toutes les journées et soirées de cette semaine. Il y a quelques collègues et colléguines de XR qui se sont fait embarquer et assez maltraités dans cette affaire. Donc voilà, je prends aussi ce soutien à titre personnel pour une partie des personnes de XR qui sont mouillées dans cette affaire. Et puis, peut-être donner des nouvelles de notre berne fédérale. En fait, il y a plusieurs mois de cela, les docteurs sont allés apporter, juste avant la COP26, une lettre à notre ministre de la Santé, monsieur Alain Berset, pour l'informer, en fait, des conséquences du dépassement des limites planétaires catastrophiques pour la santé humaine. Lettre qui a été transmise à madame Sommaruga, qui visiblement n'en a rien fait en Angleterre, vu que la Suisse n'a pris aucune décision consistante. Et puis notre ministre de la Santé, en gros, renvoie la responsabilité aux cantons, qui sont, en termes de santé, de promotion de la santé, légitimes pour intervenir. Donc le canton de Vaud, ayant déclaré l'urgence climatique notamment, serait bienvenu de se montrer désormais cohérent et d'arrêter de mettre son énergie dans voilà, le scandale qui se passe depuis des mois avec ces procès qui n'ont rien à faire si le canton veut se montrer cohérent en termes de lutte par rapport à notre avenir. Donc merci de votre engagement et merci de poursuivre malgré les embûches lourdes qui vous sont mises en travers des pattes. Merci de cette intervention. Est-ce que quelqu'un veut dire encore un petit mot? Bravo. Ah. Monsieur Jean Dubouchon. C'est rigolo. Quand je suis là, il y a plein de gens qui me disent merci. Mais c'est ridicule.
c'est moi qui vous remercie. Moi, c'est vous qui défendez notre terre, c'est vous qui vous engagez, c'est vous qu'on emmène au tribunal. Moi, j'applaudis. Avec ma femme, nous applaudissons. Voilà. Et puis, on vous dit merci. Merci d'essayer de tout ce que vous pouvez sauver notre planète et nos descendants, et mes enfants et mes petits-enfants, et nous tous. Bah voilà, la justice, toujours ce qu'elle est, et puis c'est une étape de fini, et on espère que les combats vont pouvoir continuer sans perdre trop de temps dans toutes ces procédures administratives. Mais c'est chouette de savoir que c'est super de savoir que le message est un peu entendu, mais au final, la situation est qu'on n'aurait pas dû se retrouver ici et que ce serait Holcim qui devrait être là et puis le ministère public et son acharnement qui devrait être pointé du doigt. Et du coup, voilà, vivement la suite et que ça de partout, quoi. Voilà, comme... Moi, du coup, j'ai des jours amende avec sursis. Donc pas un acquittement total. C'était difficile de pouvoir totalement m'acquitter par rapport au ministère public, j'imagine. Mais voilà, de toute façon, c'est anecdotique par rapport au ravage écologique. Et, voilà, quoi, voilà. Quand même, vous avez 2 ans d'épreuve, entre guillemets. Pour vous, personnellement, ça signifie quoi? Vous avez arrêté pour le moment au moins votre activisme? Il faut pas que ces situations fassent que l'activisme s'arrête, parce que de nouveau, c'est des détails par rapport à la situation en cours. Et donc non, au contraire, je pense que là, il y a une ambivalence entre le tribunal qui comprend la situation, mais le système judiciaire fait qu'on est obligé un peu de réprimer ça pour maintenir le droit, pour un système qui ne fonctionne pas, c'est plutôt absurde. Donc je pense que non, il faut continuer, il faut pas s'arrêter, et puis justement pousser pour montrer que la justice là est en retard en fait par rapport à ce qui est en train de se passer. L'opinion publique est en train d'être gagnée de plus en plus de comprendre en fait la situation qui est en train de se passer. Et du coup, c'est les multinationales et puis c'est l'acharnement de certaines personnes du ministère public qui doit être pointé du doigt. Et non, il faut continuer. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'argument? Il y aurait eu d'autres moyens. Voilà, on voit une initiative qui est faite. Vous aurez eu d'autres moyens à utiliser? Ces autres moyens, ça fait 50 ans que ça marche pas et l'humanité s'effondre et puis on en a toutes les preuves. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai quand même été du coup retenu coupable. Mais parce qu'il y aurait apparemment d'autres moyens pour faire changer les choses, mais alors qu'on les apporte et puis qu'on nous montre les résultats, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Donc c'est bien gentil de pointer du doigt ceux qui essayent de vraiment faire bouger les choses, mais là pour l'instant il n'y a pas d'autre choix, quoi. C'est quoi le sentiment qui prédomine aujourd'hui au sortir de cette salle d'audience? L'absurdité, comme d'habitude. Voilà. Non mais oui, une absurdité, parce que de nouveau, pourquoi on est là et juste un peu un sentiment de blasement en fait, je sais pas si ça se dit le blasement, mais d'essayer de nous faire croire là que du coup être acquitté c'est, pour le coup ce qui n'est pas mon cas vraiment, mais que c'est une victoire, parce que c'est pas une victoire. La peine est là, elle est toujours là, et il y a au final juste une volonté et juste un mouvement qui est pas soutenu, qui devrait être soutenu par les tribunaux et pas retenu, quoi. Vous pensez que ça peut changer à l'avenir? Espérons. Continuons chacun nos luttes et espérons que ça change, mais je pense qu'il ne faut pas mettre trop d'espoir dans ces institutions-là, quoi. Merci. Voilà. Rapprocher, à prendre place dans les chaises longues, à encercler cette plage qui est apparue juste ici. Et comme ça, on pourra raconter ce qui s'est passé dedans et puis aussi énoncer notre positionnement vis-à-vis de tout ça. Très bien. Alors déjà, juste pour commencer, on va vous dire un peu comment ça va se dérouler. On a un petit texte qu'on va vous lire qui résume un peu notre positionnement vis-à-vis de ce qui s'est passé. On va aussi résumer ce qui s'est passé à l'intérieur. On aura normalement l'intervention d'un avocat qui va nous parler un peu du côté juridique de la chose. Et à la fin, on prendra vos questions. Du coup, voilà. Peut-être pour commencer, commencer par dire qu'on a eu
des acquittements en fait pour tous les accusés, soit des acquittements totaux ou alors des acquittements partiels. Donc pour ça, on est réjouis. Donc voilà. Même le chien a l'air très réjoui de ça. On est réjouis du fait que c'est de la répression en moins, c'est des frais en moins, c'est des pressions en moins. Mais néanmoins, on aimerait quand même reparler de pourquoi, en fait, est-ce que ces personnes ont été soit totalement, soit partiellement acquittées. Parce qu'en fait, ce qui a été retenu pour les acquittements, ce ne sont pas des raisons politiques qui reconnaissent l'occupation de la colline et les actions des zadistes comme justes. Non, ce qui a été retenu, c'est juste en fait des termes techniques, des détails procéduraux qui ont fait qu'en fait les plaintes et les chefs d'accusation n'étaient juste tout simplement pas valables et n'étaient pas légaux dans la façon dont ils ont été faits. Donc voilà, on peut dénoncer le fait que le tribunal, à travers ces actions-là, d'une certaine façon, est aussi en train un peu de se laver les mains, en fait, parce qu'en acquittant partiellement ou totalement les personnes ayant soutenu la ZAD, en fait, le tribunal profite de ce positionnement pour redorer son image, d'une certaine façon, en ne poursuivant pas l'acharnement dont nous l'avons accusé, mais pourtant, c'est pas pour autant qu'il reconnaît la cause les moyens d'action qu'on a choisis comme légitimes. Plusieurs fois, le juge a rappelé en disant oui, c'est une cause importante, l'urgence climatique, c'est important, oui, on reconnaît ça. Néanmoins, on aimerait quand même soulever qu'il y a d'autres moyens de faire entendre ces idées, par exemple les initiatives politiques et les manifestations. Donc je pense qui que ce soit qui est un peu au courant de comment la vie politique se passe et s'est passée ces dernières décennies et même ces derniers siècles, c'est que les pétitions ne sont pas suffisantes. Du coup, c'est pour ces raisons-là qu'on continue en fait d'organiser des actions comme la ZAD, des actions directes, des actions d'occupation, des actions radicales qui dénoncent en fait les racines systémiques du désastre qu'on est en train de vivre. Donc voilà, c'est une victoire, oui, en partie, parce qu'on a, en tout cas dans l'opinion publique, pu transmettre beaucoup de nos revendications. Le message de la ZAD a pu être entendu. C'est d'ailleurs visible juste par ce rassemblement que nous avons autour de nous en ce moment. Mais voilà, n'oublions pas quand même que cet acquittement a eu lieu sur des bases techniques et non pas sur les questions de fond. La question de situation d'urgence n'a pas été reconnue, n'a pas été retenue non plus pour l'acquittement. Donc voilà, n'oublions pas ça dans le combat qu'on mène et puis continuons à utiliser ces moyens d'action qui, selon nous, sont en effet totalement nécessaires pour la lutte contre la cimenterie d'Holcim, pour la protection de la colline et la lutte de façon plus générale pour la défense du monde vivant. Du coup, voilà, on va lire quelques points qu'on a retenus quand même, néanmoins, qui résument un peu ce qu'on vient de dire là. Après, on pourra passer un peu plus sur les côtés juridiques et puis prendre les questions. Merci. Merci beaucoup pour ce beau résumé. Donc ouais, je rejoins totalement ce qui a été dit. Effectivement, cette condamnation en fait de certaines militantex pour empêchement d'exécuter un acte officiel que article du code pénal 286, ainsi que la mise à leur charge des frais viole les libertés de réunion et d'expression. La simple participation à une manifestation n'est pas punissable. Donc on rappelle que normalement la liberté de manifester, la liberté d'expression est garantie non seulement par la Constitution suisse, mais aussi par la Déclaration des droits de l'homme. Le tribunal, voilà, donc en fait tout ça, ça a été, en fait le tribunal n'est pas en train de dire vous avez raison les zadistes, la protection du vivant n'est pas un crime, parce que c'est simplement des motifs procéduriers sur lesquels les acquittements partiels ou totaux se sont reposés. Voilà. Néanmoins, devant ce désaveu en fait du ministère public par la justice, nous revendiquons du procureur général qu'il révoque les ordonnances pénales rendues contre Conux et Inconux dès aujourd'hui, parce qu'on rappelle qu'il y a encore des dizaines d'autres zadistes qui doivent passer devant la justice. Et tout cela ne résout pas non plus le problème du dérèglement climatique et de la menace pour la planète. Nous appelons à multiplier la révolte contre l'exploitation du vivant. Il nous reste 4 à 5 ans pour changer de paradigme si on ne veut pas tous mourir. Alors que le monde vient de franchir sa 5e ligne rouge avec la 5e limite planétaire franchie il y a quelques jours. Donc voilà, selon le GIEC, il nous reste moins de 5 ans pour inverser la tendance et progresser de manière rapide vers la décroissance et un partage juste des richesses. On se bat pour le vivant, contre les désastres écologiques en cours et à venir. Mais l'État, comme on peut le voir, cherche à maintenir le système actuel en place avec la complicité de la police, du ministère public et des institutions.
Remettre en cause et contester le statu quo, c'est exactement ce que nous devons faire si nous voulons limiter les catastrophes écologiques et sociales et si nous voulons combattre les inégalités ancrées si profondément dans ce système. Il ne pourra y avoir d'égalité tant qu'existeront la propriété privée et le pouvoir étatique. Nos luttes sont anarchistes et radicales pour le bien commun et la sauvegarde de la planète. C'est une victoire, mais nous restons alertes. Il faudra encore 1000 ZAD et 1000 combats pour en venir à bout et assurer un futur. Donc continuons à lutter, fabriquons le monde que nous voulons. ZAD partout, révolution partout, rejoignez le bon côté de l'histoire. Et finalement, je vais laisser Maître Cura nous faire un petit point légal sur la situation. Bien, merci. Je me suis déjà pas mal exprimé, mais ce que je pense qui est intéressant de relever, c'est que je parle pour un juge que j'ai entendu donner sa motivation. Je ne connais pas forcément les motivations de tous les juges. Mais moi, ce que je relève, malgré tout, c'est qu'il a reconnu, premièrement, qu'il y avait sur la ZAD une biodiversité exceptionnelle qui méritait d'être protégée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a reconnu également, quelque part, la légitimité de la présence de la ZAD, en soulignant le mobile honorable de la personne concernée par c'est-à-dire ma cliente qui est là seule. Il a aussi mentionné qu'il y avait une faute légère au sens pénal du terme, justement parce que ce mobile honorable était guidé par une manifestation, une intervention pacifique, et finalement, j'allais dire, légitime dans le but de protéger le climat. Donc, même s'il rejette l'état de nécessité au sens climatique sur le même raisonnement que celui que le tribunal fédéral a fait et qu'on connaît, il en reste pas moins qu'il a montré quand même une certaine sensibilité à la question que vous aviez soulevée et à la légitimité de cette question. Donc, il y a quand même une prise de conscience, me semble-t-il, en tout cas de ce juge-là, et ça, c'est aussi un progrès qu'il me faut souligner. Après, sur les questions purement formelles, je pense qu'effectivement, on a déjà un premier point, c'est que les ordonnances pénales rendues contre inconnus sont jugées suffisamment identifiées pour pouvoir être formellement valables. C'était le premier point qu'on contestait. Le deuxième point, c'est que les oppositions qui ont été faites à ces ordonnances pénales, même lorsque la personne ne s'est pas encore identifiée au moment de l'opposition, sont considérées comme recevables, et ça c'est un deuxième point formellement important, ce qui signifie que le retrait de plainte d'Holcim bénéficie à tout le monde et qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir de violation de domicile, et qu'il ne reste effectivement plus que l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Et là, je pense qu'effectivement, il y a une différence entre les positions de chacun sur la ZAD au moment de l'évacuation, le comportement de chacun qui peut éventuellement justifier qu'il y ait des différences dans les décisions que le tribunal a rendues. Mais néanmoins, même pour les personnes qui n'ont pas montré d'opposition, qui ont immédiatement suivi les policiers à première réquisition, même ces personnes-là sont considérées comme étant coupables d'un empêchement d'accomplir un acte officiel. Ça me semble discutable, mais effectivement, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on a une réduction drastique des peines, que l'on passe de, pour ma mandante, 60 jours de prison ferme à 10 jours amende avec sursis. On n'est clairement plus du tout dans la même catégorie, et je crois qu'il y a surtout un désaveu flagrant du ministère public qui, dans notre cas, s'était limité à considérer que notre opposition était irrecevable et n'a même pas abordé la question du fond. Il a été tellement déçu de la solution retenue par le tribunal que finalement le procureur est parti sans même nous dire au revoir, ce qui n'est pas très courtois de sa part, mais qui est peut-être un petit peu représentatif de l'échec qu'ils ont ressenti aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les points légaux. On a 10 jours évidemment pour faire une annonce d'appel. L'annonce d'appel peut servir dans un premier temps à obtenir une motivation écrite complète. Donc je pense qu'elle est importante parce que ça permettra d'avoir par écrit la motivation du juge et que ça fournira un certain nombre d'arguments pour les autres personnes dont les procès sont à venir, mais également pour l'ensemble des éléments climatiques, que ce soit Extinction Rébellion ou d'autres cas. Et puis une fois qu'on aura reçu la motivation complètement motivée, à ce moment-là se posera la question de savoir si on va plus loin, effectivement, si on maintient l'appel ou pas. Au vu de la réduction drastique des peines, la question peut se poser. Il appartiendra à chaque personne de décider pour elle-même. Et puis on verra, parce que le ministère public a aussi la possibilité de faire appel. On verra aussi quelle sera sa réaction. Je reste disponible à vos questions si vous le souhaitez.
Merci beaucoup. Et peut-être dernier point important à soulever, autant aujourd'hui que la semaine passée, du coup les 17, 18, 19 janvier, c'est la présence incroyable de plein de soutiens qui sont là, enfin voilà, vous tous, merci d'être là. Ça prouve aussi que voilà, le tribunal et le système juridique, de façon plus générale, essayent en fait à chaque fois d'individualiser les poursuites, d'individualiser les peines. Et c'est aussi une technique très connue de répression, au final, de juger chaque militant texte séparément pour essayer de casser les liens qui en fait sont, voilà, comment ne pas faire de mauvaises métaphores, j'aurais voulu dire le ciment de notre mouvement, mais c'est peut-être pas très approprié. En tout cas, voilà, ce qui nous lie, en fait, c'est ces liens super forts. Et puis là, c'est typiquement une démonstration qu'en fait, malgré l'acharnement judiciaire, les liens sont toujours là, les collectifs sont toujours déter et qu'on reste unis face à la répression. Et ça, c'est super. Une précision encore, parce que ce n'était pas l'objet des procès de cette semaine, mais vous savez qu'il y avait des prélèvements ADN qui avaient été systématiquement ordonnés pour toutes les personnes qui avaient été arrêtées sur la ZAD, pour tous les recours qui ont été faits pour les personnes identifiées. Tous les recours ont été gagnés au tribunal cantonal, donc les prélèvements ADN ont été jugés excessifs et tous les prélèvements doivent être détruits sur ordre du tribunal cantonal. Donc là aussi c'est une victoire parce que ces prélèvements ADN n'avaient pas à être réalisés et tous ceux qui ont été réalisés, en tout cas pour les recours des personnes connues, pour les personnes inconnues, il y a d'autres questions de forme qui se posent, mais pour toutes les personnes qui étaient identifiées, tous les recours ont été admis et tous les ADN ont été détruits. Donc ça aussi je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait symptomatique. Alors, je vais dire encore un mot sur l'amnistie. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, tous nos combats sont collectifs. Le but, c'est un combat politique qui vise justement la protection d'un avenir qui soit viable. Et c'est une lutte qui est collective. La judiciarisation de nos combats, donc le fait de nous emmener directement à la justice en niant le caractère politique de nos combats, est une façon de nous individualiser et de nous séparer du groupe. Et donc, ce qu'on demande, c'est aussi que l'État, du coup, accepte que c'est une lutte politique qui doit être répondue par des actions politiques. Et donc, pour ça, l'amnistie est une façon de répondre politiquement à un combat qui était politique. Donc l'amnistie, il s'agit de voter une loi au Parlement vaudois qui prononce l'abandon de toute poursuite donc de tous les actes qui ont été commis pour la protection de la colline du Mormont entre telle date et telle date, à tel endroit, etc. Mais c'est encore quelque chose qui est possible de faire au niveau politique. S'il y a des personnes qui sont dans des partis politiques et qui croient encore que ça peut changer quelque chose, alors ça, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Du coup, voilà, la conférence de presse est terminée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et bravo à toutes celles qui ont pu organiser ça. Et puis bravo aux accusés aussi qui ont su faire face à ce qui s'est passé là derrière ces murs.